économistes et avec deux démographes, Gérard-François Dumont et Michel Garenne. Michel Garenne, qu'est-ce que vous pensez de ce que disait Gérard-François Dumont? Après tout, tous les chiffres que je cite, et je ne suis pas le seul à les citer, ces chiffres-là, au fond, ils seront faux de toute façon. On ne peut pas savoir ce qui se passera en 2050. Alors, d'une part, les projections sont relativement précises sur 15 ou 20 ans. Elles sont plus aléatoires sur 50 ans et encore plus risquées sur 100 ans, bien sûr. Donc, sur les projections de l'ONU sur 2100, on peut les oublier, celles-ci. À oublier peut-être pas, mais on doit les prendre en compte. En tout cas, sur 2030, je pense qu'elles sont assez précises. Non, je disais sur 2100. Sur 2100, oui, bon, oui, on peut les oublier. Sur 2050. Sur 2050, je pense qu'il y a une marge d'erreur de peut-être 1 milliard d'habitants. Donc, oui. Donc alors, quand on annonce 10 milliards en 2050, ça peut être 9. Ça peut être 11, on ne sait pas trop. Hein. Mais alors, je voudrais dire quelque chose d'important à propos de l'Afrique du Sud. Hein. Si les projections qui ont été faites dans les années 60 de la population d'Afrique du Sud sont nettement supérieures à la population actuelle de l'Afrique du Sud, c'est essentiellement parce qu'il y a eu un excellent programme de planning familial. Et ça, c'est vraiment important pour notre débat. Dans les années 60, les écologistes ont fait des calculs assez précis sur la capacité de charge par rapport à l'eau potable. L'Afrique du Sud est un pays aride. Donc les ressources en eau potable sont vraiment limitées. Et ils ont fait le calcul qu'au-delà de 70 ou 80 millions d'habitants, ça deviendrait extrêmement difficile d'approvisionner la population en eau potable. Et donc ils ont installé dès 1974 un excellent programme de planning familial qui a extrêmement bien marché et qui va stabiliser la population à un niveau légèrement en dessous de cet optimum. Et ça, je pense que c'est un des meilleurs exemples que l'on ait d'une attitude rationnelle par rapport aux contraintes de l'environnement. Et ce programme donc, a eu pour résultat que les populations qui avaient 6 enfants en moyenne en 1974 ont maintenant 2,5 et vont avoir moins de 2 dans les années qui viennent. Et ça, je pense que c'est un excellent exemple de ce qu'il faut faire dans les pays africains et qui n'est pas fait dans beaucoup de pays. Mais justement, on se dit, est-ce que les politiques natalistes d'un côté ou à l'inverse de contrôle des naissances fonctionnent? Vous venez de parler de l'Afrique du Sud, vous dites que ça a marché, le planning familial en Afrique du Sud. On citait le cas de la Chine tout à l'heure. On se rappelle que la politique de l'enfant unique a commencé en 1979 en Chine, mais déjà à ce moment-là, la natalité avait beaucoup baissé. Elle était passée de 6 enfants en moyenne par femme en 1970, elle arrivera à moins de 3 en 1980, donc un an seulement après la fameuse politique de l'enfant unique. Elle est aujourd'hui à 1,6 enfants par femme. La question que je voulais vous poser, Marie-Ève Perru, puisque vous prônez une auto-limitation de la natalité, est-ce que, là, l'auto-limitation, ça concerne chacun d'entre nous, chacun décide est-ce qu'il fera ou pas un enfant, mais est-ce qu'on peut compter sur une politique publique en faveur des enfants qui marcherait ou au contraire pour limiter les naissances? Oui, pour nous, il y a une grosse prise de conscience à faire pour l'humanité entière et c'est pour ça qu'on voudrait que ce paramètre soit discuté lors des COP. Quand il y a eu la COP 21, COP 22, COP 23, et que ce soit un paramètre qui soit ajouté et pour que tous les pays s'engagent à faire des politiques pour l'instant, encourager les gens à faire beaucoup moins d'enfants, vu l'urgence de la situation. Donc on veut que ça soit traité au niveau mondial et en urgence. Comme le réchauffement climatique, pour nous, c'est aussi grave. Mais est-ce que ça marcherait? Est-ce qu'on a la possibilité, est-ce que les gouvernements ont la possibilité de limiter les naissances, Michel Garenne? Alors oui, je crois qu'il faut rappeler que dans tous les pays où il y a eu des bons programmes de planning familial, ça a très bien marché. Quel que soit le niveau de développement du pays, le niveau de richesse, le niveau d'éducation des femmes. Je vais donner 2-3 exemples. Un premier exemple, c'est le Bangladesh, donc pays extrêmement pauvre, extrêmement surpeuplé, où les femmes faisaient en moyenne 7 enfants en 1978, lorsque le programme a été mis en place, et 30 ans après, elles font à peu près 2 enfants par femme. En Afrique, c'est la même chose. Les pays qui ont eu des bons programmes de planning familial, comme le Zimbabwe, comme le Kenya, comme l'Afrique du Sud et bien d'autres, ont eu d'excellents résultats, puisque les femmes maintenant font moins de 3 enfants. Ceci dit, il faut distinguer quand même en Afrique 2 milieux très différents, le milieu rural et le milieu urbain. Dans tous les pays, je pense en milieu urbain, la fécondité a beaucoup baissé. Le dernier problème qu'il reste, c'est en milieu rural, dans certains pays, dans d'ailleurs beaucoup de pays francophones, où il n'y a pas eu suffisamment d'efforts de planning familial. Et donc le fameux Niger ou Tchad, ou le Congo, les 2 Congos d'ailleurs,
ou l'Angola et le Mozambique, où la fécondité n'a pas commencé à diminuer. Ce sont les derniers pays pour lesquels on n'a pas fait suffisamment d'efforts. Et je rappelle que les efforts datent de 1952. Les premiers programmes de planning familial qui ont commencé en Inde, d'ailleurs, c'est 1952. Donc il y a vraiment une longue expérience de programmes qui ont très bien marché. Si la fécondité est basse en Amérique latine et en Asie, c'est grâce à ces programmes de planning familial. Gérard-François Dumont. Non, il est évident que les décisions politiques ont des effets sur le comportement des individus. Bon, alors il y a l'exemple extrême qui est celui de la Chine, où là vous avez une politique coercitive, c'est-à-dire que pour un couple qui voulait un enfant, il faut qu'il ait une autorisation administrative. C'est toujours le cas aujourd'hui, il a le droit d'aller à deux, mais il faut une autorisation administrative. Et si vous ne respectez pas cette autorisation administrative, vous avez des sanctions. Vous pouvez être licencié de votre entreprise. On peut vous donner un logement plus petit, etc. Donc ça, c'est évidemment une politique qui ne respecte pas les droits de l'homme. Oui, mais pardon de vous interrompre, mais cela dit, si les choses s'avèrent aussi catastrophiques que certains le prédisent, c'est-à-dire qu'à 10 milliards ou plus, on n'a plus assez d'eau potable, on n'a plus assez d'énergie, il nous faut 5 ou 6 planètes pour pouvoir aux besoins et aux désirs des uns et des autres, parce que tout le monde voudra consommer, on peut imaginer qu'à ce moment-là, ce genre de politique autoritaire s'établisse partout dans le monde, y compris dans un pays comme la France. Oui, sauf que vous voyez bien que la Chine est même en train, elle, de revenir sur sa politique autoritaire, sauf qu'elle ne veut pas le faire, parce qu'en fait, elle a une administration de 800 000 personnes qui gèrent cette politique, et cette administration, elle n'a pas envie de disparaître, et elle sert en fait au contrôle des populations. Parce que derrière le contrôle de la natalité, vous avez un véritable contrôle de l'ensemble du vécu des populations. Alors, ce qui est surtout important de signaler, c'est qu'il n'y a aucune corrélation entre la baisse de la fécondité et les budgets de planning familial. Et c'est là où je réagirai à ce qui a été dit tout à l'heure. En effet, le planning familial ne marche que s'il est accompagné notamment d'une politique en matière sanitaire qui fait abaisser la mortalité infantile, qui fait abaisser la mortalité des enfants et des adolescents, qui fait abaisser la mortalité maternelle. Parce que les populations n'adaptent à la baisse leur comportement de fécondité que si elles savent que le taux de survie de leurs bébés qui naissent est relativement élevé. Et on voit bien, dans le cas de l'Afrique ou dans le cas d'autres pays, qu'il n'y a pas eu cette corrélation. Il y a des pays qui ont reçu des subventions internationales colossales pour financer exclusivement un planning familial. Les résultats en baisse de fécondité ont été totalement médiocres. Et il y a d'autres pays, au contraire, qui ont investi massivement dans une politique de suivi des femmes enceintes, de suivi des enfants pour qu'il y ait moins de mortalité infantile, où la fécondité a beaucoup plus baissé. Il suffit d'ailleurs de comparer tout simplement l'Algérie et la Tunisie pour constater ce qu'il en est de ces différences. Donc en fait, la politique démographique des États, elle doit être globale et elle doit être adaptée à la réalité des pays. Parce que si je considère la situation mondiale aujourd'hui, d'abord il y a déjà des pays dont la population diminue. On a une vingtaine de pays dont la population diminue. Nous avons un certain nombre de pays dont la population stagne. Et il y a des pays dont la population continue d'augmenter, comme la Chine, mais uniquement par effet d'inertie. C'est-à-dire en raison des naissances relativement nombreuses d'il y a 25-30 ans, mais il est très probable que la population de la Chine va diminuer au cours du 21e siècle. Mais par exemple, pour ce qui concerne la population française, on est les champions d'Europe de la fécondité, je crois, encore aujourd'hui. Alors, la France l'a été longtemps, la fécondité de la France, là, elle est en train de baisser. Un tout petit peu baissé, effectivement. Parce que les mesures en matière de politique familiale ont été considérablement réduites ces 2 dernières années. Justement, c'était la question que je voulais vous poser. Est-ce que ça a un rapport? Est-ce qu'on sait que telle politique, telle mesure va faire que tout à coup les femmes vont passer de 2,1 enfants par femme, ce qui était encore le cas il y a quelques années, à moins de 2, ou voire à descendre à 1,5, comme c'est le cas, donc c'est la moyenne des pays en Europe à peu près. Deux éléments pour répondre à votre question. Le premier, d'abord, j'ai fait une étude sur l'évolution de la fécondité en France depuis un demi-siècle. Et l'évolution de cette fécondité, elle a été selon les années à la hausse ou à la baisse. Eh bien, à chaque fois, soit une hausse, soit une baisse, a été la suite d'une décision de politique familiale dans un sens ou dans un autre. Et dans l'éditorial de Population à venir qui paraît en janvier 2018, donc très bientôt, j'ai refait l'étude de la corrélation entre les prestations familiales dans les pays d'Europe et le niveau de fécondité dans les pays d'Europe. Ça fait 3 fois que je fais cette étude. Et ça correspond.
Et ça correspond. Ça veut dire qu'en fait, les pays qui ont on le fait des plus enfants pour avoir de l'argent. Pas pour avoir de l'argent, mais c'est parce que le contexte. Si vous voulez, qu'est-ce qui fait la réussite, qu'est-ce qui a fait la réussite de la politique familiale en France? C'est que c'est une politique, par exemple, qui favorise la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Et ça, c'est un élément très important, notamment grâce à l'action des collectivités territoriales et des communes, ce qui n'existe pas en Allemagne. Vous n'avez pas du tout cette attitude, ou au contraire, ce qu'on appelle les femmes corbeaux en Allemagne, c'est-à-dire la maman qui a un bébé, si elle reprend une activité professionnelle, c'est très mal vu par la société. Donc il y a un état d'esprit d'accueil de l'enfant auquel ces politiques participent. Michel Garenne, vous êtes d'accord? Alors, sur l'impact des politiques, il y aurait beaucoup de choses à dire. Bon, sur la France, je suis assez d'accord avec vous. La question que vous ne posez pas et qui mérite d'être posée, c'est pourquoi on voudrait continuer à avoir une augmentation de population en France. Pourquoi ne pas faire comme le Japon ou comme l'Allemagne où c'est vécu, la baisse de la taille de la population est vécue comme positive. Et personnellement, je rejoins beaucoup plus Pas au Japon. C'est pas vécu par positif. En tout cas, le gouvernement a même lancé le plan du nouvel ange. Pour encourager les Et Japonais. pourquoi ce serait positif pour des Michel Garenne questions d'environnement, d'une manière générale, donc l'accès aux ressources naturelles, à la terre arable, à l'eau, à l'énergie, les énergies renouvelables. Une chose dont on parle très peu en Europe, c'est l'équilibre entre les populations animales sauvages et les populations humaines. Problème qui se pose de manière extrêmement aiguë en Afrique, où la part du... l'accroissement de la population humaine réduit considérablement la superficie qui est dédiée à la faune sauvage. Le dernier point que j'aurais voulu faire, c'est sur la baisse de la mortalité. Elle est universelle, même dans les pays les plus reculés comme le Niger ou le Tchad, la mortalité a chuté de 90% au cours des 50 dernières années. Donc, il faut le rappeler toujours, le monde va mieux qu'on croit, en fait. Voilà. Pourquoi? Ça aussi, c'est le fruit des politiques publiques. Tous les programmes de protection maternelle et infantile ont extrêmement bien marché partout, y compris dans les zones très, très... de façon égale. Par exemple, le taux de mortalité infantile est beaucoup plus élevé en Égypte que dans les territoires palestiniens. Oui, on est d'accord. Mais pour prendre le Niger, qui est toujours l'exemple numéro 1 en démographie africaine, on est passé de 500 pour 1000 à 50 pour 1000. Donc, voilà. Et donc, la motivation pour limiter les naissances existe. Si les femmes nigériennes ou tchadiennes n'ont pas commencé à limiter leurs naissances, c'est qu'on leur a pas proposé de contraceptifs qui soient acceptables pour elles. On les a complètement négligés. On a déséquilibré un équilibre ancien sans leur fournir la possibilité de rétablir l'équilibre par elles-mêmes. On continue ce débat dans quelques instants. Europe 1 Social Club.